Merci beaucoup, David, Quentin et Carole, de m'avoir proposé de présenter mes travaux de recherche. Je suis vraiment très content d'être ici ce soir avec vous. Alors, je vais partager mes diapositives. Alors, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez mes diapositives? Tout à fait. Parfait. Alors, donc, je vais vous présenter aujourd'hui mes travaux de recherche. Donc, mon exposé s'intitule « Le cervelet dans les pathologies psychiatriques de l'imagerie cérébrale à la neuromodulation ». Comme le disait Carole, donc je m'intéresse plus particulièrement à une structure cérébrale qu'on appelle le cervelet, mais l'objectif aussi de cette présentation, c'était d'inscrire vraiment un petit peu mon travail de recherche dans la littérature de manière générale, dans les pathologies psychiatriques et aussi dans les traitements innovants qu'on proposait aux personnes qui souffrent de pathologies psychiatriques. Et donc, j'ai choisi le plan suivant. Je vais commencer par vous parler d'abord des pathologies psychiatriques et aussi de leurs symptômes, notamment des symptômes résistants, c'est-à-dire les symptômes qui persistent grâce aux différentes méthodes de prise en charge qu'on peut proposer aux patients. Ensuite, je vais vous décrire les méthodes d'imagerie cérébrale qu'on peut utiliser dans les pathologies psychiatriques et aussi vous donner une idée aujourd'hui de quels sont les résultats auxquels on peut retrouver en ce qui concerne l'imagerie cérébrale et les pathologies psychiatriques. Puis ensuite, dans une troisième partie, je vous parlerai de l'anatomie du cervelet, donc qui est la région du cerveau qui m'intéresse plus particulièrement, dans les troubles du spectre autistique, dans la schizophrénie, dans le trouble bipolaire. Et puis enfin, je vous décrirai d'abord d'une part quelles sont les différentes méthodes de neuromodulation qu'on peut utiliser, et puis d'autre part, en quoi est-ce que la neuromodulation du cervelet, plus particulièrement, pourrait représenter une piste thérapeutique intéressante, notamment dans la schizophrénie. Alors, les pathologies psychiatriques, alors peut-être que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, mais disons que moi, en tant que psychiatre, je suis souvent assez frappé d'une part de voir que finalement, il y a assez peu de gens qui connaissent vraiment les pathologies psychiatriques, qui en connaissent par exemple les symptômes. Je travaille par exemple avec des neurochirurgiens et je me rends compte que autant, par exemple, les symptômes de la maladie de Parkinson, j'ai l'impression, sont assez bien compris d'une majorité de la population, mais par contre, les symptômes d'une pathologie comme la schizophrénie restent encore très mystérieux et aussi rattachés à une stigmatisation très importante, ce qui est, à mon avis, vraiment dommage. Parce que les pathologies psychiatriques, elles touchent déjà beaucoup de Français. On dit jusqu'à une personne sur 4 au cours de sa vie sera touchée par des problématiques en lien avec la santé mentale, même si ce n'est pas forcément des choses qui sont très graves. Il y a aussi un retard de diagnostic qui est très important, de l'ordre de 10 ans, notamment, par exemple, pour une pathologie comme le trouble bipolaire, ce qui est un problème parce que pendant ce temps où le diagnostic n'est pas fait, on ne peut pas vraiment proposer d'aide adaptée aux patients. Sont aussi des pathologies qui sont associées à une réduction de l'espérance de vie qui est tout à fait considérable, notamment pour la schizophrénie. On peut dire que 20 à 60% des patients présentent des pathologies psychiatriques résistantes, c'est-à-dire pour lesquelles les différents types de prise en charge qu'on peut leur proposer, que ce soit par exemple des psychothérapies ou un traitement pharmacologique, ne permettent pas vraiment une amélioration suffisante des symptômes. Et pourtant, la psychiatrie reste, en tout cas la recherche en psychiatrie reste assez faiblement, en tout cas, financée. Alors ça, c'est des travaux qui avaient été publiés il y a quelques années, mais qui montraient que en France, on alloue seulement 2% du financement de la recherche en santé mentale enfin 2% du financement global de la recherche en santé à la psychiatrie, alors que c'est 7% au Royaume-Uni ou 11% aux États-Unis. Et donc, il y a en tout cas un retard, même si je pense que les choses sont en train de s'améliorer progressivement, mais en ce qui concerne le financement et aussi le développement de la recherche en psychiatrie en France. Les pathologies psychiatriques, elles représentent un fardeau absolument considérable pour la société. L'assurance maladie explique dans ses différents rapports que les troubles de santé mentale, les troubles psychiatriques représentent
un des tout premiers postes de coûts de l'assurance maladie, et cela pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a des coûts qui sont liés à l'hospitalisation, au traitement pharmacologique, mais il y a aussi beaucoup de coûts qui sont liés aux arrêts de travail, aussi aux différentes allocations dont peuvent bénéficier les personnes qui souffrent de pathologies psychiatriques. Et donc, en plus d'être un enjeu pour les patients, c'est aussi, je pense, un enjeu sociétal qui est absolument considérable. On a pu montrer d'ailleurs, parce que je me suis intéressé aussi pendant le début de mon cursus et dans le cadre de ma thèse de médecine à l'économie de la santé dans les pathologies psychiatriques, que quand on propose une prise en charge adaptée aux patients, on peut espérer à la fois améliorer la prise en charge et la qualité de vie des patients, mais aussi en ayant un vrai impact médico-économique, c'est-à-dire en permettant de diminuer le coût associé par la maladie. Et ça, c'est important parce que, évidemment, on est dans un environnement financier contraint. Et donc, si on arrive à trouver des interventions qui permettent d'améliorer la qualité de vie des patients, d'une part, et aussi qui représentent un intérêt sur le plan médico-économique, c'est très important parce que ça permet ensuite de pouvoir les déployer à une échelle plus importante. Alors, une des grandes questions qui se posent dans le champ de la psychiatrie, c'est celui de la nosographie, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut classifier les différentes pathologies psychiatriques. En ce qui concerne historiquement cette nosographie, initialement, c'est David Kupfer, qui est un psychiatre américain, enfin en tout cas pas initialement, mais c'est lui qui a proposé la dernière édition d'un manuel qu'on appelle le DSM-5, qui permet en fait de proposer une catégorisation des pathologies psychiatriques avec des avantages et des inconvénients. Et dans le cadre de la recherche, on pense de plus en plus que cette distinction en termes de catégorie, elle n'est pas forcément idéale. Et il y a d'autres chercheurs, comme par exemple Thomas Insel, qui était au NIH américain, qui a proposé une approche plutôt dimensionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est que cette idée d'approche dimensionnelle? C'est l'idée, en fait, qu'il pourrait y avoir différentes catégories, différents types de symptômes qu'on pourrait retrouver dans différentes pathologies psychiatriques, notamment dans la recherche où on essaye vraiment de comprendre le substrat neurobiologique des différents symptômes des pathologies psychiatriques. Et donc, pour s'approcher au plus près de ce substrat neurobiologique, ce qui a été proposé, c'est que ce serait peut-être plus intéressant de raisonner en termes de dimension plutôt qu'en termes de grandes catégories diagnostiques. Si on prend trois troubles psychiatriques, alors que nous, on étudie plus spécifiquement dans notre laboratoire, qui sont donc la schizophrénie, le trouble bipolaire et les troubles du spectre autistique. Alors, je ferai juste une petite aparté à propos des troubles du spectre autistique. Je ne pense pas qu'il s'agisse à proprement d'une pathologie psychiatrique. On parle de neurotypicité, de neuroatypicité. Ce n'est pas l'objectif aujourd'hui de mon exposé, mais disons que voilà, je pense que on est dans un registre un petit peu différent en ce qui concerne les troubles du spectre autistique. Mais ce qui est particulièrement important, c'est que dans la schizophrénie, on peut retrouver par exemple le délire ou des hallucinations. On peut aussi retrouver des anomalies de la cognition sociale, c'est-à-dire dans la façon dont l'individu va interagir avec son entourage, qu'on peut aussi retrouver dans les troubles du spectre autistique, dans le trouble bipolaire, par exemple, qui est une alternance de phase hypomaniaque et de phase dépressive. On peut avoir aussi des troubles des fonctions exécutives qu'on va retrouver aussi dans la schizophrénie. Tout ça pour dire que finalement, ces grandes catégories diagnostiques que vous voyez, elles sont finalement assez poreuses et on peut tout à fait trouver des symptômes qu'on retrouve dans différentes catégories diagnostiques, ce qui est sans doute plus intéressant quand on essaye de comprendre vraiment le substrat neurobiologique des pathologies psychiatriques. Alors, longtemps, et d'ailleurs c'est comme ça que la psychiatrie s'est définie au départ en France, on a pensé que les pathologies psychiatriques, c'est d'ailleurs un peu frustrant je trouve en tant que médecin, ce sont les pathologies dans lesquelles on ne retrouve pas de cause organique, c'est-à-dire que la distinction entre la neurologie et la psychiatrie s'est faite de la façon suivante. Quand on retrouve une lésion, quand on retrouve un substrat anatomique clairement défini, on va parler de pathologie neurologique et si ce n'est pas le cas, tout le reste sera considéré comme des pathologies psychiatriques, ce qui, à mon avis, est une classification, en tout cas une façon de séparer la neurologie et la psychiatrie qui ne me paraît pas particulièrement
comment dirais-je, judicieuse, puisque comme je vais vous le montrer, on retrouve de plus en plus dans les pathologies psychiatriques des altérations ou de l'atypicité, on pourrait dire aussi. Et donc, ça change un petit peu le paradigme et l'idée selon laquelle les pathologies psychiatriques seraient des pathologies sans substrat organique. Alors, on peut utiliser différentes méthodes en IRM. Je vais vous les présenter assez rapidement parce que j'aurai l'occasion d'y revenir dans la suite de mon exposé. Et pour que vous compreniez aussi les différentes études qu'on peut mener, parce que ça me semble assez difficile finalement de les comprendre sans avoir, disons, une brève introduction aux différentes méthodes d'imagerie cérébrale qu'on peut utiliser. Donc moi, je vais parler plus spécifiquement des études en IRM. Alors la première modalité qui peut être utilisée, c'est ce qu'on appelle l'IRM structural, qui va en fait permettre de prendre une photo du cerveau, comme vous pouvez le voir ici. C'est l'IRM qui est prescrite habituellement par le médecin en ville, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément des séquences qui sont dédiées à la recherche, comme les autres séquences que je vais vous présenter par la suite. Et on peut, par exemple, alors ici, vous allez voir le cervelet, qui est la région du cerveau à laquelle je m'intéresse plus particulièrement. On peut réussir à la délimiter, en fait, avec des logiciels qui permettent de faire une segmentation qui est automatisée. Alors, on peut le faire à l'ensemble, pour l'échelle de l'ensemble du cervelet. On peut aussi découper le cervelet automatiquement en différentes sous-régions qui permettent en fait d'étudier leur volume, sachant que chaque sous-région du cervelet peut avoir un rôle qui est différent ou être impliqué de façon différente dans les différentes pathologies psychiatriques. On peut aussi étudier la façon dont le cerveau est plissé. Alors ça, j'ai oublié de mettre une citation, mais c'est ici d'un logiciel qu'on utilise au centre de Neurospin où je travaille plus particulièrement, où on va étudier en fait la façon dont le cortex est plissé et ça va permettre en fait d'avoir une idée de la façon dont le développement cérébral s'est fait. Et donc c'est une autre type d'information qu'on peut tirer en fait des méthodes d'imagerie structurale grâce en fait à ce logiciel qu'on appelle BrainVisa qui a été développé au centre de Neurospin. Alors, ce que je viens de vous présenter, c'est assez grossier puisque c'est juste une photo à un moment donné, mais on peut aussi essayer de voir comment est-ce que le cerveau va fonctionner en temps réel. C'est quelque chose que je trouve particulièrement intéressant et c'est ce qu'on appelle l'IRM fonctionnel. Alors, on peut appeler ça donc l'IRM fonctionnel de resting state. En tout cas, l'idée, c'est qu'en fait, on va voir grâce à un signal qu'on appelle le signal BOLD, quelle est la consommation en oxygène des tissus au fur et à mesure du temps. Et en fait, à chaque fois, on va pouvoir, pour chaque voxel, pour chaque petite sous-région du cerveau, étudier la façon dont l'activité va se produire au cours du temps. Et ensuite, on va pouvoir voir comment est-ce que différentes régions du cerveau sont connectées entre elles. C'est ce qu'on appelle la connectivité fonctionnelle, et notamment la connectivité fonctionnelle de repos, puisque dans cette séquence spécifique d'IRM fonctionnel, on va demander au sujet de ne penser à rien en particulier. On va juste étudier la façon dont les différentes régions du cerveau sont connectées entre elles. Et puis, une dernière méthode qu'on peut utiliser, c'est ce qu'on appelle l'imagerie de diffusion. Alors ici, je vous présente des travaux, ce qu'on appelle de tractographie. L'idée, en fait, c'est qu'on va pouvoir étudier les faisceaux de substances blanches du cerveau. Alors, en fait, dans le cerveau, il y a une partie périphérique qu'on appelle le cortex. Je vais vous la remontrer ici, qui est donc là, à la périphérie du cerveau. Et puis, vous voyez ici, au milieu, qui a une partie qui est plus blanche et en fait qu'on appelle la substance blanche, qui est en fait constituée de faisceaux d'axones qu'on va pouvoir reconstruire en fait à l'échelle d'un individu. Et ensuite, on va pouvoir voir s'il y a des diminutions de l'intégrité de ces faisceaux de substance blanche. Et donc, c'est une autre manière d'étudier la connectivité du cerveau. Donc, c'est une méthode qu'on appelle plutôt la connectivité structurale, puisqu'elle est réalisée avec une IRM de diffusion, à l'inverse de la connectivité fonctionnelle qu'on va réaliser avec une IRM fonctionnelle. Donc ça, c'est vraiment les grandes méthodes d'imagerie. Alors, il y en a d'autres, bien sûr, mais j'ai choisi de vous présenter les méthodes principales qu'on peut utiliser dans les pathologies psychiatriques pour essayer de mieux comprendre les atypicités qu'on peut retrouver chez les patients ou chez les individus qui souffrent de ce type ou qui présentent ce type de troubles. Alors, je vous disais que en psychiatrie, je pense qu'on est en train de changer de paradigme. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, on a une image un peu plus précise d'altérations qu'on peut retrouver dans les troubles psychiatriques. Alors ça, c'est un article qui est très intéressant, qui est un résumé en fait
plus d'une dizaine d'années d'études d'imagerie par un consortium américain qui s'appelle Enigma, dont on fait aussi partie dans notre laboratoire, et en fait qui permet d'étudier dans des très, très grands échantillons de plusieurs milliers de patients et de pouvoir les comparer avec des sujets témoins. Et ce qu'on peut voir dans ce type de travaux, alors ça, c'est des travaux d'imagerie structurale, donc c'est ce que je vous présentais initialement, où on étudie en fait simplement l'épaisseur du cortex cérébral. Plus on va vers une zone rouge, plus on va vers les couleurs rouges ou orange, plus il y a une diminution de l'épaisseur corticale par rapport au sujet témoin, et plus on va vers les couleurs bleues ou vertes, plus on va dans le sens d'une augmentation de l'épaisseur corticale. Alors ici, vous pouvez voir que pour la schizophrénie, il y a une diminution très prononcée en fait globale de l'épaisseur corticale qu'on va retrouver ici aussi, donc BD qui veut dire trouble bipolaire, donc trouble bipolaire. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'il semble y avoir un pattern qui est assez similaire entre la schizophrénie et le trouble bipolaire, ce qui pose la question d'un continuum entre ces deux pathologies. Ici, vous allez voir pour la dépression, alors que finalement, il y a une diminution mais qui est finalement de l'épaisseur du cortex, mais qui est finalement beaucoup plus ténue que pour le trouble bipolaire, pour la schizophrénie. Et à l'inverse, en fait, dans certains troubles, comme par exemple le trouble déficitaire d'attention, ce qu'on appelle communément l'hyperactivité, ou même dans les troubles du spectre autistique, on va se retrouver plutôt avec une augmentation de l'épaisseur corticale de certaines régions du cerveau. Alors évidemment, tout ça, ces travaux, ils représentent des comparaisons entre plusieurs milliers de patients et plusieurs milliers de témoins. Donc, ça ne permet pas encore de faire un diagnostic à l'échelle individuelle, ce sur quoi, évidemment, on est en train de travailler. Mais en tout cas, je pense que ça montre assez bien que on voit des patterns émerger différents de neuroanatomie en fonction des différentes pathologies psychiatriques. Et donc, je pense qu'en fait, en ça, c'est un vrai changement de paradigme, puisqu'on ne peut plus simplement considérer comme les pathologies psychiatriques comme étant juste des pathologies où on ne retrouve aucun substrat neurobiologique. Une autre thématique, alors qui est, je pense, particulièrement importante quand on s'intéresse à l'imagerie en psychiatrie, c'est celle de la réplicabilité des résultats. On se rend compte de plus en plus qu'on a besoin d'avoir des échantillons de taille très importante. Et ici, c'est une étude qu'on a menée, en fait, qui permettait d'étudier différents sites d'inclusion. Donc ici, c'était une étude européenne donc, qui associait la faculté de Cambridge, le King's College, une université aussi à Rome, et en fait, qui montre les anomalies, les atypicités du cervelet dans différents centres. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que, comme vous pouvez le voir ici, donc quand il y a une petite astérix rouge, ça veut dire que la différence est significative. En fait, il va y avoir parfois des petites différences, mais qui ne seront présentes que dans un centre d'inclusion et qu'on ne retrouvera pas dans les autres centres d'inclusion. Et donc, finalement, pendant longtemps, en psychiatrie, on a fait des études sur des tout petits échantillons et on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir parfois des résultats qui étaient marginalement significatifs et qu'on ne retrouvait pas dans d'autres échantillons. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est vraiment important de développer le plus possible la recherche en psychiatrie pour avoir des échantillons importants et pour essayer de comprendre le mieux possible leur substrat neuroanatomique en ayant une taille d'échantillon qui soit suffisante. L'autre point aussi qui est important, c'est que jusqu'ici, je vous parlais de comparaison entre des cas et des contrôles, qui n'est pas forcément une façon de voir les choses qui est toujours pertinente. En fait, on peut se rendre compte aussi qu'on pourrait voir les choses comme finalement les diagrammes de croissance en pédiatrie, où en fait, plus que de comparer des cas et des témoins, on va s'intéresser aux déviations de la normale, peut-être en pouvant identifier des sujets qui vont présenter des atypicités, qui vont se dévier un petit peu plus, par exemple, de la neuroanatomie moyenne à l'échelle d'une population. Et donc, dans ces cas-là, on pourrait réussir en fait à identifier des individus un peu plus spécifiquement en ayant comme idée de leur proposer un traitement qui leur soit éventuellement mieux adapté. Donc, voilà, l'imagerie en psychiatrie, je pense que c'est quelque chose qui permet de vraiment mieux comprendre le substrat neurobiologique des pathologies psychiatriques, mais il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment dans la modélisation justement de la comparaison entre les cas et les témoins, en utilisant ces techniques de normative modeling, et aussi en ayant des échantillons qui soient d'une taille suffisante pour pouvoir avoir un résultat qui ait vraiment un sens et qui soit fiable et reproductible. Alors, je vais vous parler maintenant un peu plus spécifiquement des travaux que je mène et qui concernent une région du cerveau qu'on appelle le cervelet.
Et dans ces travaux, je vais vous présenter principalement les résultats qu'on a pu retrouver dans la schizophrénie, le trouble bipolaire et aussi dans les troubles du spectre autistique. Alors, le cervelet, c'est une région assez intéressante du cerveau qui se situe en fait à la partie basse, dans ce qu'on appelle la fosse postérieure, donc ici à l'arrière de la tête, qui va comprendre différents types cellulaires. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails aujourd'hui, mais qui contient en fait plus de 50% des neurones du cerveau, ce qui est quelque chose d'assez intéressant, et aussi qui forme des boucles avec le cortex cérébral que je vous ai présenté un peu plus tôt. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on connaît vraiment de mieux en mieux la nature de ces boucles entre le cervelet et le cortex, avec un circuit qui met en jeu différents types cellulaires et qui semble être, en tout cas, assez similaire dans les différentes régions du cervelet. Alors, les régions du cervelet, là non plus, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui peut être intéressant de noter, c'est qu'il y a une région antérieure, que vous pouvez voir ici en mauve, et une région plutôt postérieure, qu'on peut voir ici en orange, et qui vont avoir en fait probablement des rôles dans le fonctionnement du cerveau qui sont différents. Et donc, c'est en ça que l'anatomie du cervelet, elle peut être intéressante aussi pour mieux comprendre les pathologies psychiatriques. Donc, comme je vous le disais, le cervelet contient plus de 50% des neurones du cerveau. C'est lié en fait à ces cellules qu'on peut voir ici, qui sont appelées les cellules granulaires, sur cette coupe histologique. Ce dont on se rend compte progressivement, c'est que en fait, le cervelet, alors qu'au début, on pensait qu'il était plutôt impliqué dans des tâches motrices, en tout cas dans la régulation fine de la motricité, en fait, il s'active aussi dans des tâches cognitives que je vais vous présenter un petit peu plus tard, avec en fait vraiment une différenciation en fonction des différentes régions du cervelet. Cette région donc antérieure et cette région postérieure, qui sont reliées en fait à des régions du cortex différentes. Donc ici, vous avez la région antérieure du cervelet, qui est plutôt reliée à cette région en bleu que vous voyez aussi du cerveau qui s'appelle le cortex sensorimoteur, alors que cette région ici que vous voyez, qui est plutôt une partie postérieure en vert, elle va être plutôt connectée, par exemple, au cortex préfrontal que vous voyez ici en vert. Et si on s'intéresse finalement au cervelet, c'est grâce à un neurologue, qui est un neurologue sud-africain, qui s'appelle Jeremy Schmaman. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est en fait, en partant d'un cas clinique, d'un patient qu'on avait eu hospitalisé dans mon service, donc au CHU de Créteil, qu'on a commencé à s'intéresser au cervelet. C'est une histoire qui est vraiment très intéressante, je trouve. En fait, on a eu un patient qui présentait vraiment ce qu'on appelle un épisode maniaque, qui est un épisode vraiment d'excitation, d'élation de l'humeur qu'on retrouve habituellement dans le trouble bipolaire. Et on s'est rendu compte chez ce patient qu'il y avait certaines atypicités. Il n'avait pas du tout d'antécédents de pathologie psychiatrique. Personne dans sa famille n'avait aussi eu de pathologie psychiatrique. Et puis, ça avait été vraiment un début assez brutal. Mais finalement, en termes de symptômes, ce patient présentait vraiment un authentique épisode maniaque. Et puis, en fait, on a eu l'occasion de lui faire une IRM parce qu'on voulait s'assurer qu'il n'y avait pas d'autres lésions qui puissent expliquer ces symptômes. Et on s'est aperçu que ce patient, en fait, il avait fait un AVC, donc un accident vasculaire cérébral, de cette partie postérieure du cervelet que vous voyez ici, qui est montrée par les petits points qui sont en bleu. Et donc, c'était tout à fait intéressant parce que ce patient, en tout cas, c'était une lésion qui semblait récente, donc qui semblait vraiment pouvoir expliquer les symptômes. Et donc, on a fait une recherche vraiment sur Internet de la bibliographie et on s'est rendu compte que Jeremy Schmaman, qui était ce neurologue sud-africain, avait déjà décrit ce type de lésion. Alors, lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il était neurologue, mais qui donnait des avis, c'est-à-dire qu'il travaillait aussi dans le service de psychiatrie. Ce qui veut dire aussi, d'ailleurs, que, soit dit en passant, que je pense que l'interdisciplinarité est très importante, que le fait que les neurologues, les psychiatres, les neurochirurgiens, les différentes spécialités médicales puissent travailler ensemble permet aussi de faire des découvertes scientifiques comme celle-ci. Et ce qu'il a pu mettre en évidence, Jeremy Schmaman, c'est que quand les patients avaient des lésions de la partie postérieure du cervelet, que vous pouvez voir ici, il présentait ce qu'il a appelé le syndrome cognitif et affectif du cervelet, c'est-à-dire en fait un groupe de symptômes qu'on retrouve dans les pathologies psychiatriques. Alors, ce n'est pas des symptômes qui sont très spécifiques d'une pathologie en particulier, mais c'est des symptômes qui peuvent mimer, par exemple, le trouble bipolaire, comme ça a été le cas pour le patient qu'on avait pris en charge à l'hôpital, ou des symptômes de la schizophrénie, ou aussi des anomalies de la cognition sociale, c'est-à-dire dans des interactions qu'on peut avoir avec les autres, qu'on retrouve par exemple dans les troubles du spectre autistique.
Et en fait, le fait d'avoir fait cette description a permis ensuite d'ouvrir tout un champ de recherche. Alors, Jeremy Schmaman est ensuite émigré aux États-Unis. Maintenant, il est professeur à Harvard et il étudie plus spécifiquement le rôle du cervelet, notamment notamment en lien avec la cognition. Donc, vraiment, tout est parti, en fait. En tout cas, mon intérêt clinique est parti de cette observation qu'on avait pu faire dans le service. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que quand on est médecin, quand on va à la faculté de médecine, on apprend en fait que le cervelet est impliqué uniquement dans la régulation de la motricité. Et en fait, ce qu'on apprend à la faculté de médecine, c'est par exemple l'épreuve douanée, où en fait, on va demander à un patient de toucher en alternance le bout de son nez avec son doigt et ensuite de toucher le doigt de l'examinateur. Et quand le patient va avoir un syndrome cérébelleux plutôt moteur, il va y avoir finalement une dysmétrie, c'est-à-dire qu'en fait, quand il va poser le doigt sur le bout de son nez ou sur le doigt de l'examinateur, il va en fait y avoir une hésitation et un manque de précision. Ce qui laisse penser que le cervelet, il est vraiment impliqué dans la régulation très fine de gestes, de la régulation de la motricité de façon très précise. Ici, vous voyez une femme, par exemple, qui est en train de remettre son talon en tenant en équilibre sur une jambe. C'est typiquement le genre de mouvements qui font appel en fait au cervelet. On va devoir réguler très finement les différents muscles posturaux pour pouvoir tenir en équilibre, ce qui n'est pas simple évidemment du tout. Et donc l'idée qui a été proposée, c'est que quand on va avoir une altération du cervelet plutôt moteur, on pourra avoir par exemple ce qu'on appelle le syndrome cérébelleux moteur, mais quand il va y avoir une altération de la partie plutôt postérieure du cervelet, que vous pouvez voir ici, on pourrait imaginer qu'il y a ce qu'on appelle une dysmétrie de la pensée, c'est-à-dire que de la même façon que le doigt manque de précision quand il veut aller essayer de toucher une cible, les processus cognitifs, au sens très large, pourraient aussi manquer de précision de la même manière. Et donc, en fait, en raisonnant un peu par analogie, Nancy Andreasen, qui est une psychiatre américaine, a développé ce concept de dysmétrie de la pensée dans la schizophrénie, ce qui est, je trouve, particulièrement intéressant, notamment aussi parce que la structure du cervelet, alors même si c'est, disons, peut-être pas toujours exactement le cas, mais globalement, elle est quand même assez similaire entre la région antérieure, qui est plutôt sensorimotrice, et la partie postérieure, qui est plutôt cognitive. Et donc, ça laisse penser que le cervelet pourrait effectuer des opérations qui soient similaires pour les processus moteurs, de la régulation de la posture, par exemple, ou pour des processus cognitifs. En imagerie, ce qu'on a pu retrouver, c'est que quand on demande à des patients ou des sujets sains, pardon, dans une IRM, dans des sujets témoins, de faire des tâches, par exemple des tâches de langage, on leur demande de parler, des tâches de navigation spatiale, des tâches de mémoire de travail. En fait, on peut faire passer tout type de tâches finalement à des personnes dans une IRM. On va voir qu'il va y avoir en fait une activation de cette région plutôt postérieure du cervelet que vous pouvez voir ici. Alors que quand on va faire une tâche plutôt motrice, il va y avoir une activation de la partie plutôt antérieure. Alors, il y a une toute petite partie dans le cervelet postérieur qui est aussi impliquée dans ces tâches motrices, mais ça, c'est vraiment un détail et je pense que ce n'est vraiment pas l'objectif de mon exposé d'aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est de montrer comment est-ce que ces études d'imagerie cérébrale, elles permettent de mieux comprendre en fait la topographie du cervelet et de distinguer une partie plutôt cognitive et une partie plutôt sensorimotrice que vous pouvez voir ici. Ce dont on se rend compte aussi, c'est que quand on fait des études de connectivité fonctionnelle, dont je vous ai parlé un peu plus tôt, la région temporopariétale, que vous pouvez voir ici, par exemple, qui a été beaucoup impliquée dans les troubles du spectre autistique, elle est connectée fonctionnellement avec cette partie que vous voyez ici en jaune, qui est plutôt postérieure du cervelet, alors que quand on fait la même chose avec le cortex sensorimoteur, il va y avoir plutôt une connectivité avec la partie antérieure du cervelet. Donc, il y a vraiment un faisceau, je dirais, extrêmement robuste d'études qui montrent bien qu'il y a une topographie spécifique du cervelet. Et ce qui est d'autant plus intéressant, comme l'a montré Jeremy Schmaman, c'est que quand il va y avoir une lésion, alors ça peut être par exemple une tumeur, ça peut être aussi un accident vasculaire cérébral, de cette partie postérieure du cervelet, ça va induire en fait des troubles qu'on retrouve dans la schizophrénie, dans le trouble bipolaire, par exemple aussi dans les troubles du spectre autistique.
Alors, dans la schizophrénie, on a retrouvé des anomalies du cervelet qui, je dirais, maintenant, aujourd'hui, sont très robustes. En fait, on retrouve une diminution globale de l'épaisseur corticale du cervelet, comme on le retrouve d'ailleurs dans les autres régions du cortex cérébral dans la schizophrénie. Et ce qui est intéressant, c'est que cette diminution de l'épaisseur corticale, comme vous pouvez le voir ici sur cette vue du cervelet, alors c'est une vue un peu aplatie du cervelet, cette diminution de l'épaisseur corticale, elle est surtout localisée dans la partie cognitive et postérieure du cervelet, alors que la région antérieure, qui est plutôt sensorimétrice, semble épargnée. Et donc, ça va vraiment aussi dans le sens de ces travaux qui montrent que quand on a une lésion de cette partie postérieure, on peut avoir des symptômes de schizophrénie, que par ailleurs, les personnes avec schizophrénie ont une diminution de l'épaisseur corticale aussi dans cette région, qui est plutôt cognitive. Ça va vraiment aussi avec cette idée de dysmétrie de la pensée qui a été développée par Nancy Andreasen. Et donc là encore, il y a vraiment, je trouve, un faisceau d'indices convergents qui est tout à fait intéressant. Dans le trouble bipolaire, on n'a pas retrouvé ces diminutions de l'épaisseur corticale du cervelet, même si on est en train d'essayer de répliquer ces résultats dans des bases de données qui sont plus importantes. On a retrouvé, par contre, une altération de la morphologie du cervelet chez les personnes qui prennent du lithium, qui est un traitement qu'on peut utiliser dans le trouble bipolaire, mais on n'a pas retrouvé d'anomalie chez les personnes avec un trouble bipolaire en comparant l'anatomie chez des patients avec celle des témoins. Dans les troubles du spectre autistique, ce qui est particulièrement intéressant, et ça illustre aussi ce que je disais un petit peu plus tôt sur l'importance d'avoir des données qui sont reproductibles dans le domaine de la science d'ailleurs en particulier, on a longtemps pensé que les individus qui présentaient un trouble du spectre autistique avaient des anomalies structurales du volume du cervelet. Ça a été montré il y a vraiment des années, enfin, il y a plus, je pense, plus d'une dizaine d'années dans des tout petits échantillons. Et ensuite, il y a eu plusieurs études qui ont montré des anomalies, mais c'était souvent des anomalies qui étaient différentes, qu'on ne retrouvait pas d'une étude à l'autre. Et il n'y avait pas vraiment d'études qui avaient permis de faire une synthèse un petit peu et d'étudier les choses dans un échantillon qui soit de taille plus importante. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de faire. On a utilisé des données d'un consortium européen qui s'appelle EUAIMS, et on a essayé de voir si finalement, chez les personnes avec un trouble du spectre autistique, il y avait une atypicité du cervelet par rapport à des sujets qu'on dit donc neurotypiques, sujets témoins. Et ce qu'on a pu retrouver, c'est qu'en fait, il n'y avait pas vraiment de différence et que probablement que les anomalies qu'on avait pu retrouver, elles étaient liées à des faibles types, à des faibles tailles d'échantillons. Elles pouvaient être liées aussi à différentes méthodes de parcellisation qu'on peut utiliser. Donc, on a utilisé dans cet article plusieurs méthodes de parcellisation différentes. On a aussi examiné individu par individu, la qualité de la segmentation du cervelet pour s'assurer qu'il n'y avait pas de défaut de segmentation. Ici, par exemple, vous voyez qu'il y a une légère défaut dans la segmentation du cervelet. Donc ça, c'était des sujets qu'on était finalement amenés à ne pas analyser. Et finalement, en comparant les sujets, les individus avec un trouble du spectre autistique et les sujets neurotypiques, on n'a pas du tout retrouvé d'atypicité, comme ça avait pu être montré auparavant dans des échantillons qui sont plus petits. On a essayé ensuite, alors ça c'est un peu plus spécialisé, mais de voir si peut-être que le sexe, l'âge, l'efficience intellectuelle pouvaient avoir une influence différente chez les individus avec troubles du spectre autistique par rapport à des sujets neurotypiques sur la morphologie du cervelet. Et là encore, on n'a pas du tout retrouvé d'argument en faveur d'une atypicité de la morphologie du cervelet dans les troubles du spectre autistique. Et puis enfin, on a aussi conduit ces analyses de normative modeling, c'est-à-dire de voir si peut-être que quand on compare des patients, des individus avec troubles du spectre autistique et des sujets neurotypiques, il n'y a pas de différence, mais peut-être qu'il y a plus de variation de la normale chez les individus avec un trouble du spectre autistique. Et là encore, on n'a pas retrouvé de différence. Et donc, ça montre bien aussi que c'est important, en tout cas dans la science de manière générale et aussi en imagerie en psychiatrie, d'essayer vraiment de répliquer les données et les résultats, parce que sinon, on peut se retrouver face à des résultats qui sont parfois inexacts.
Ensuite, on a étudié la connectivité fonctionnelle du cervelet. Alors jusqu'ici, on s'intéressait dans les troubles du spectre autistique juste à la morphologie, c'est-à-dire en gros à l'épaisseur corticale, au volume. Et on a pu utiliser la méthode que je vous ai présentée un peu plus tôt, qui s'appelle l'IRM fonctionnel de repos, pour voir comment est-ce que le cervelet était connecté aux différentes autres régions du cerveau. Et là, on a pu mettre en évidence, donc à l'inverse des résultats en imagerie structurale, des grandes différences dans la façon dont le cervelet en fait est connecté, et notamment dans cette région cognitive du cervelet que vous voyez ici en rose, est connectée avec le reste du cortex. Ce qui est intéressant, et notamment dans l'idée d'étudier mieux les troubles du spectre autistique, c'est que on pourrait penser d'ailleurs que dans les troubles du spectre autistique, il y a juste une façon dont le cerveau qui est connecté est différente de celle des sujets neurotypiques, ce qui ne les empêche pas du tout de réaliser tout un certain type d'activités de la vie quotidienne qui ne sont pas nécessairement génératrices de handicap. Et donc, ça supporte aussi l'idée que ce n'est pas la structure du cervelet en elle-même qui est anormale, mais c'est plutôt la façon dont le cervelet est connecté au reste du cerveau qui est juste un petit peu différente, qui se fait autrement chez les individus avec un trouble du spectre autistique. On a pu répliquer ces résultats puisque, comme je vous l'ai expliqué un petit peu plus tôt, il y avait un vrai enjeu de pouvoir trouver des anomalies qui étaient robustes et fiables. Et donc, on a utilisé un échantillon d'un consortium européen qui s'appelle EUAIMS, qui a permis en fait de mettre en évidence des anomalies de la connectivité de cette partie cognitive que vous voyez ici, avec la partie que vous voyez en rouge ici sur le cortex, et qu'on a pu retrouver aussi. Alors, ce n'était pas exactement les mêmes zones, mais disons qu'il y avait semblait y avoir une correspondance en tout cas entre les deux études dans un échantillon plus petit qu'on avait collecté en France, qui s'appelle l'étude Infor Autisme. Et donc, voilà, ces travaux nous ont permis de penser qu'il y avait des anomalies de la connectivité qui étaient, disons, une connectivité du cervelet qui était un petit peu différente, atypique chez les personnes avec un trouble du spectre autistique par rapport au sujet neurotypique. Pour l'instant, je vous ai parlé surtout de catégories. Donc, je vous ai parlé de la schizophrénie, des troubles du spectre autistique, des troubles bipolaires, mais ce qui nous intéresse aussi, comme je vous le disais, c'est d'essayer d'avoir une approche peut-être plus transdiagnostique. Et pour ça, en fait, on peut se reposer sur des bases de données qui ont été développées dans tout le monde, sur toute la Terre d'ailleurs, mais principalement aux États-Unis et en Angleterre, qui sont, et je pense que ça, c'est un point qui est particulièrement important, des bases ouvertes. C'est-à-dire que longtemps en science, en fait, on a étudié des cohortes et en gros, chaque groupe de recherche voulait analyser sa cohorte et ne voulait pas qu'un autre groupe de recherche analyse les données de sa cohorte. Et je dirais que là encore, on est en train de changer de paradigme puisque de plus en plus, on partage librement les données qu'on collecte avec la communauté internationale. C'est le cas, par exemple, d'une initiative anglaise qui s'appelle UK Biobank et qui propose les IRM cérébrales de plus de 50 000 sujets que tout le monde, en fait, peut analyser. Alors, évidemment, il faut faire une demande pour montrer qu'on est un académique, qu'on a un protocole de recherche bien précis, mais il n'y a pas… c'est un accès qui est vraiment extrêmement libre. Et il y a d'autres cohortes, comme par exemple la cohorte ABCD, qui est aussi une cohorte américaine, qui en fait suit de façon prospective l'imagerie cérébrale d'enfants à partir de l'âge de 9 à 10 ans et qui va les suivre en fait prospectivement tous les 2 ans pendant probablement une dizaine d'années. Et donc ça aussi, c'est très intéressant pour nous, comme on s'intéresse aussi à la façon dont les pathologies psychiatriques se développent, parce qu'on peut avoir une mesure longitudinale de l'anatomie cérébrale chez des jeunes enfants ou chez des adolescents. En utilisant cette approche transdiagnostique, on a voulu aussi l'appliquer aux troubles qu'on retrouve, aux anomalies sociales, en fait, de la cognition sociale, qu'on peut retrouver dans les troubles du spectre autistique. Mais là, l'idée, ce n'était pas de se focaliser sur les troubles du spectre autistique, c'était juste de prendre une très grande cohorte américaine qui s'appelle Healthy Brain Network, qui nous a permis d'analyser les données de plus de 800 individus pour en fait étudier de façon transdiagnostique et dimensionnelle comment est-ce que les habiletés sociales pouvaient être reliées avec l'anatomie et la structure du cervelet. Et ce qu'on a pu étudier dans cette étude, c'est qu'il y avait probablement, alors c'était assez complexe, ce n'est pas juste une zone du cervelet qui serait impliquée dans la cognition sociale de manière générale, de façon transnosographique, mais c'est plutôt une corrélation entre la structure globale du cervelet et le volume des différentes sous-régions avec cette échelle qu'on appelle la SRS qui permet de mesurer les habiletés sociales.
On a pu aussi répliquer, faire un type d'analyse qui est assez similaire pour mieux comprendre le lien en fait entre l'anatomie du cervelet et ce qu'on appelle les troubles cognitifs. Alors, les troubles cognitifs, ça peut être la mémoire de travail, ça peut être la flexibilité mentale, il y a les fonctions exécutives, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais disons que c'est la façon dont le cerveau en fait fonctionne qu'on peut mesurer grâce à des tests neuropsychologiques. Et ce qu'on a pu montrer là encore, c'est que toujours dans cette grande cohorte transdiagnostique, c'est-à-dire vraiment indépendant du diagnostic qu'on peut utiliser, il y avait une très forte association de cette partie cognitive du cervelet que vous pouvez voir ici, avec des tests cognitifs, notamment des tests de flexibilité cognitive, ce qui est aussi assez intéressant puisque ça montre aussi les limites d'étudier juste des catégories diagnostiques très précises et peut-être aussi qu'un jour, cette approche transdiagnostique, elle nous permettra dans le soin pour aider les patients de voir aussi la psychiatrie de façon un petit peu différente. Pour montrer ce lien entre l'anatomie du cervelet et ces tests cognitifs, on a utilisé toute une série en fait, d'outils statistiques qui permettaient, alors c'est ce qu'on appelle les tests de permutation ou de bootstrap, là encore je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui permettaient en fait de s'assurer de la robustesse des résultats, c'est-à-dire de faire en sorte que quand on prenait juste un sous-échantillon de l'échantillon qu'on avait analysé, on retrouvait aussi les mêmes résultats. Et aussi, on a mené dans ce qu'on appelle les tests de permutation, c'est-à-dire qu'on va, c'est comme si on va désordonner totalement en fait, la base de données qu'on analyse pour voir si, quand la base de données est complètement déstructurée, on ne va pas retrouver aussi des résultats qui pourraient être des résultats faux. C'est des méthodes statistiques qu'on peut utiliser, mais en fait, l'objectif ici, dans ces cas-là, est de s'assurer que les résultats qu'on retrouve sont bien fiables et reproductibles. Alors, je vais aborder donc la quatrième partie de mon exposé, qui sont la description des différentes méthodes de neuromodulation qu'on peut utiliser. Et ensuite, je vous expliquerai comment est-ce qu'on pourrait les appliquer au cervelet pour éventuellement essayer d'améliorer des symptômes, notamment les symptômes de la schizophrénie. Alors, les méthodes de neuromodulation, elles représentent, je pense, un grand espoir thérapeutique pour les pathologies psychiatriques. Comme je vous le disais, il y a 20 à 60% des patients qui présentent des symptômes résistants, c'est-à-dire que malgré une psychothérapie, malgré un traitement médicamenteux, pharmacologique, les patients sont encore très gênés dans leur vie quotidienne. Beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, ne sont pas en capacité, par exemple, de travailler ou sont hospitalisés à de très nombreuses reprises. Donc, c'est quelque chose qui est évidemment associé à une souffrance très importante de la part des patients et dont on est bien sûr, en tant que psychiatre, les témoins quotidiennement à l'hôpital. Quand on donne en fait un traitement médicamenteux à un patient ou à un individu donné, il va y avoir une action diffuse dans tout le cerveau puisqu'on va lui donner un médicament, ça va passer la barrière intestinale et ensuite ça va avoir une action diffuse dans tout le cerveau, ce qui peut présenter comme inconvénient de donner des effets secondaires puisqu'on ne peut pas en fait cibler vraiment spécifiquement une zone du cerveau en fait en particulier. Et c'est en ça que les méthodes de stimulation, elles permettent de cibler une zone plus précise et d'essayer d'avoir une approche un petit peu plus précise pour éviter de traiter tout le cerveau de façon globale. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de la stimulation magnétique transcrânienne, de la stimulation directe à courant continu, qu'on appelle la TDCS. Il y a d'autres méthodes, comme par exemple l'électroconvulsivothérapie. Je serais ravi d'ailleurs de répondre à vos questions sur toutes ces méthodes si vous en avez un petit peu plus tard. Alors, la stimulation cérébrale profonde, c'est vraiment, disons, pas quelque chose qui est utilisé en pratique courante en psychiatrie. On fait de la recherche beaucoup dans le domaine des troubles obsessionnels compulsifs, mais globalement, c'est une méthode qu'on va utiliser, en tout cas qui a son autorisation plutôt dans la maladie de Parkinson. Mais en tout cas, en psychiatrie, et nous, dans notre unité, on s'intéresse particulièrement à la TMS et à la TDCS, qui présentent en fait comme intérêt de pouvoir cibler une région du cerveau particulière en entraînant extrêmement peu d'effets secondaires, ce qui donc évidemment est très intéressant. Alors ici, vous avez un schéma de la stimulation directe à courant continu. En fait, c'est très simple. Ça consiste à faire passer un courant électrique de très faible intensité entre différentes régions du cerveau. Et en fait, on peut aussi moduler ce courant électrique. Alors, ça peut être juste un signal, disons, stable, plat, comme vous pouvez le voir ici, ce qu'on appelle la TDCS, mais on peut aussi avoir des oscillations dans le signal ou introduire du bruit, c'est-à-dire des oscillations qui soient aléatoires en fonction de l'effet qu'on recherche.
Et donc, c'est une méthode qui est extrêmement simple en fait à mettre en œuvre, qui peut même être réalisée par certains patients à domicile. Donc, c'est évidemment quelque chose de très intéressant. L'autre méthode qu'on peut utiliser, c'est ce qu'on appelle la stimulation magnétique transcrânienne, qui en fait a été développée. Alors, premiers prototypes ont été élaborés en 1896, mais ensuite c'est Barker, un Américain, qui a développé le vrai protocole de TMS, qui en fait permet en fait de proposer un courant électrique de très faible intensité qui est généré à partir d'un champ magnétique pour cibler une région particulière du cerveau. Et en fait, c'est cette variation rapide de flux magnétique qui va induire un champ électrique qui va permettre de modifier l'excitabilité corticale, c'est-à-dire l'activité des neurones qui sont situés dans ce champ magnétique. Quelles sont les différences entre ces deux méthodes, donc la TMS et la TDCS? C'est qu'en fait, comme vous allez le voir sur cette étude de simulation, il va y avoir un effet plus localisé de la TMS, alors que pour ce qui concerne la TDCS ou les autres méthodes de stimulation électrique, il va y avoir un effet un petit peu plus diffus. Ce qui est intéressant aussi avec la stimulation magnétique transcrânienne, donc la TMS, c'est qu'on peut cibler une zone du cerveau grâce à l'IRM cérébral. En fait, on va utiliser un processus qu'on appelle la neuronavigation, qui en fait, grâce à une caméra infrarouge, va nous permettre, et c'est ce qu'on réalise dans notre service actuellement, de vraiment cibler une zone du cerveau grâce à l'anatomie cérébrale et grâce à une IRM. C'est un petit peu en fait comme comme on pourrait dire d'une certaine manière un jeu vidéo où en fait on va essayer de cibler, on a un retour sur l'écran pour essayer d'atteindre une région cérébrale en particulier. Cette méthode de TMS, elle a vraiment fait ses preuves, ou en tout cas elle a été développée particulièrement dans le champ de la dépression. Ça, c'est quelque chose qui me semblait assez intéressant de vous raconter, puisque vous allez voir qu'il y a finalement un rationnel assez fort pour utiliser la TMS dans la dépression. En psychiatrie, on a trouvé souvent de traitements un petit peu par hasard, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, par exemple, que chez les personnes qui souffraient de tuberculose, le traitement antituberculeux pouvait aussi avoir un effet antidépresseur. C'est comme ça qu'on a découvert l'action des antidépresseurs. Le lithium aussi a été trouvé de façon fortuite. Et donc, il n'y a pas eu toujours de rationnel, en tout cas scientifique, qui a permis de développer une méthode. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la dépression, on avait pu montrer qu'il y avait un hypométabolisme du cortex préfrontal dorsolatéral gauche, que vous voyez ici, dans la dépression. Et donc ensuite, on a pu essayer, avec la TMS, de cibler cette région dans laquelle on retrouvait en fait un hypométabolisme pour essayer de l'activer. Ça a été le cas aussi ça a été peut-être montré aussi dans une étude d'IRM fonctionnelle que vous pouvez voir ici, où en fait on retrouvait que chez les personnes déprimées, il y avait globalement plutôt une hypoactivation du cortex préfrontal à gauche. Et donc en fait, en utilisant une TMS avec un effet plutôt activateur, on pouvait essayer d'améliorer les symptômes de la dépression. Cette méthode de TMS dans la dépression, elle a été développée donc évidemment en premier aux États-Unis. Elle a pu montrer en 2007 sa première efficacité. Elle a obtenu l'autorisation en 2008 aux États-Unis. Et en fait, on s'est rendu compte ensuite qu'on pouvait essayer d'étudier un petit peu plus finement la façon dont cette région qu'on allait cibler était liée avec la dépression et à la réponse au traitement. Et ça a donné des études d'imagerie où en fait on essayait de prédire la réponse au traitement par TMS pour traiter la dépression résistante. Alors, je vais passer un peu rapidement là-dessus, mais c'est pour vous dire que dans l'exemple de la dépression, on a réussi en fait à proposer par la suite un ciblage individualisé. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que ça nous permet en psychiatrie d'essayer de développer ce qu'on appelle la médecine de précision, c'est-à-dire une médecine où on va aller cibler une zone différente chez chaque individu pour avoir un effet thérapeutique qui soit optimal. Et on a pu montrer, ça c'est des travaux qui sont très récents d'une équipe de Stanford, dans une étude qui faisait un ciblage personnalisé de la stimulation, une très grande efficacité de la TMS pour traiter la dépression. Alors il y a eu aussi une autre innovation qui consistait à faire plusieurs séances de TMS par jour, alors qu'avant on en faisait juste 1 à 2. Là, cette étude en a proposé d'en faire 10. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que voilà, les méthodes ont évolué et permettent aujourd'hui de proposer des traitements dans le cadre de la dépression résistante qui sont très intéressants.
Alors, pour finir, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut appliquer ces méthodes de neuromodulation au cervelet, notamment dans la schizophrénie. Et je vais vous donner aussi un exemple qui concerne les troubles du spectre autistique. Alors, en ce qui concerne le cervelet, en fait, on peut proposer une méthode de stimulation qu'on appelle la TDCS, où en fait, on va aller stimuler cette région postérieure du cervelet, qui, comme je vous l'ai dit, est impliquée dans beaucoup de pathologies psychiatriques. On a pu montrer, en tout cas, ça, c'est des travaux qui ont été menés par Rachel Sherrard, qui est une chercheuse qui est basée à Paris, sur le site de Jussieu, que ces méthodes de neuromodulation, elles pouvaient aussi permettre d'avoir une réinnervation au niveau des cellules de Purkinje, c'est-à-dire un type cellulaire qu'on retrouve dans le cervelet. Ça, c'est particulièrement intéressant parce que ça montre, alors ça, c'est une étude qui a été menée chez la souris, mais qu'à l'échelle vraiment cellulaire, la neuromodulation peut avoir un effet. Et donc, on peut espérer qu'il puisse y avoir un effet qui soit similaire chez les patients dans les populations cliniques. Dans les troubles du spectre autistique, alors je ne pense pas du tout que d'ailleurs la stimulation du cervelet soit nécessairement un traitement à proposer aux personnes, aux individus qui présentent un trouble du spectre autistique, parce que je ne pense pas que les individus avec un trouble du spectre autistique nécessitent nécessairement un traitement vraiment par neuromodulation, parce qu'on ne va pas essayer de traiter un type spécifique de symptômes. Et je voulais vous présenter cette étude parce que je trouvais qu'elle était particulièrement intéressante, plutôt d'un point de vue scientifique. C'est une équipe américaine en fait qui a étudié la connectivité entre le cervelet, c'est toujours cette région cognitive que vous pouvez voir ici, et le cortex cérébral. Donc, elle a mené des premiers travaux de recherche chez le sujet sain, et ensuite chez le sujet témoin, et ensuite dans des études animales, les mêmes auteurs en fait ont montré qu'il pouvait y avoir une activation en utilisant un procédé qu'on appelle le DREAD de cette région cognitive du cervelet qui s'appelle CRUS1, qui pouvait avoir un effet distant sur le cortex. Donc vraiment là, l'idée, c'est qu'on est en train de moduler pas seulement une région du cervelet, mais un circuit entre le cervelet et le cortex cérébral. Ensuite, ces chercheurs ont pu montrer qu'il y avait des anomalies de connectivité du cervelet qu'on retrouvait à la fois chez des individus avec un trouble du spectre autistique et à la fois chez des modèles de souris de troubles du spectre autistique. Alors, c'est un modèle très particulier, hein. C'est quand même assez éloigné de ce qu'on peut appeler le trouble du spectre autistique chez l'homme. Mais ce qui était intéressant, c'était de montrer qu'il y avait des anomalies de la connectivité fonctionnelle, à la fois chez des individus avec un trouble du spectre autistique, ce que nous aussi, on a pu montrer sur les travaux que je vous ai présentés un peu plus tôt, et aussi de pouvoir les retrouver en connectivité fonctionnelle chez la souris dans ce modèle de trouble du spectre autistique. Et ensuite, ce qui est particulièrement intéressant et je trouve séduisant dans cette approche et dans cet article, c'est qu'ils ont pu montrer chez l'animal que l'inhibition de cette partie cognitive CRUS1 du cervelet permettait d'induire des comportements qui ressemblent un petit peu à ceux des troubles du spectre autistique chez l'animal. Alors, je ne vais pas vous présenter ça dans les détails, mais c'était, disons, des tests comportementaux qu'on peut mener chez l'animal pour essayer d'étudier, par exemple, l'interaction sociale. Donc, les auteurs, en inhibant cette région du cervelet, pouvaient induire des comportements qui ressemblent à ceux des troubles du spectre autistique chez l'animal. Au contraire, quand ils activaient cette région, ils pouvaient améliorer les symptômes des troubles du spectre autistique dans les modèles de souris, donc de troubles du spectre autistique. Donc, ça va vraiment dans les deux sens. C'est-à-dire qu'à la fois, en inhibant, on peut induire les symptômes des troubles du spectre autistique et en activant, on peut améliorer les symptômes des troubles du spectre autistique. Donc, ça, je trouve que c'est évidemment… Ça permet de montrer tout l'intérêt de la recherche animale pour essayer d'avoir une compréhension qui soit la plus mécanistique possible, ce qui n'est évidemment pas possible dans la recherche chez l'homme. Et pour finir, ils ont montré que la stimulation par TDCS du cervelet permettait de moduler la connectivité entre le cervelet et le cortex. Et donc vraiment, c'est en ça, je trouve que cette étude est extrêmement intéressante parce qu'elle a permis de montrer à la fois chez l'homme et chez l'animal un ensemble de données qui sont très cohérentes et qui semblent montrer l'intérêt de la modulation de ces circuits cérébelleux.
Dans la schizophrénie, alors on a mené une étude de cas avec Carole Evenes qui m'a eu la gentillesse de m'introduire il y a maintenant presque 1 heure, et on a pu montrer l'intérêt que pouvait avoir la stimulation par TDCS du cervelet pour améliorer les troubles cognitifs dans la schizophrénie. Alors, on a évalué des tests neuropsychologiques pour évaluer cette amélioration. On a aussi étudié une méthode qui s'appelle Live-Link Conditioning. Je ne vais pas non plus rentrer nécessairement dans les détails, mais je serais ravi d'en parler un petit peu avec vous si vous avez des questions. Et où l'idée, en fait, c'était vraiment de façon très fine, grâce à ce test, de mesurer l'amélioration ou la modification en fait des circuits cérébelleux grâce à ces méthodes de stimulation non invasive. Et puis enfin, pour finir, je vais vous présenter des travaux qui ont été menés par Roscoe Brady, qui est un chercheur avec lequel on collabore à Harvard, qui a montré l'intérêt de la TMS, cette fois-ci, du vermis cérébelleux. Il a fait une étude, je trouve, qui est très intéressante parce qu'elle a permis, en fait, d'abord, dans un premier temps, chez des personnes qui souffraient de schizophrénie, d'étudier la connectivité fonctionnelle du cervelet. Ça, c'est la première chose. Ensuite, d'aller cibler une zone spécifique du cervelet et de voir que non seulement les patients étaient améliorés sur le plan des symptômes négatifs, donc chez les patients qui souffrent de schizophrénie peuvent parfois présenter ce qu'on appelle les symptômes négatifs, c'est-à-dire un retrait social qui est très important. Donc la TMS était efficace sur ces symptômes négatifs et elle permettait aussi de moduler la connectivité fonctionnelle du cervelet entre le cervelet et le cortex préfrontal. C'est en ça que je trouve que ce travail est particulièrement important parce qu'il permet de montrer comment est-ce qu'en combinant l'imagerie et la neuromodulation, on arrive vraiment à comprendre mieux les mécanismes de la neuromodulation et de voir comment est-ce qu'ils pourraient permettre d'améliorer les symptômes de pathologie psychiatrique. Puis pour finir, ça c'est un essai qu'on va débuter en France. On a obtenu donc le financement pour proposer à 100 patients qui souffrent de schizophrénie un essai donc de TDCS, donc de stimulation du cervelet, avec donc 4 séances de 20 minutes par jour pendant 5 jours. Et en fait, on va proposer aux patients de passer une IRM avant et après les séances de stimulation pour vraiment bien comprendre l'effet que pourrait avoir la stimulation et de voir comment est-ce que l'amélioration des symptômes se retrouvera d'un point de vue aussi neuroanatomique. Et donc là, ce qu'on va viser dans cet essai clinique, c'est l'amélioration des symptômes négatifs, c'est-à-dire le retrait social, et aussi l'amélioration des troubles cognitifs, comme par exemple les difficultés de concentration qu'on peut retrouver dans la schizophrénie, qui sont en général, d'abord, non seulement très invalidantes pour les patients, et pour lesquels les traitements dont on dispose actuellement ont une efficacité qui est très limitée. Donc, c'est ça vraiment notre objectif, c'est d'essayer de viser des symptômes résiduels, c'est-à-dire des symptômes qui ne permettent pas d'être améliorés avec les moyens dont on dispose actuellement. Donc, pour conclure, je dirais que nos travaux de recherche consistent en fait à identifier des circuits qui sont en lien avec des pathologies psychiatriques grâce à l'IRM. Donc, vraiment essayer d'identifier, de caractériser le plus finement possible ces circuits cérébraux dans les pathologies psychiatriques et ensuite de combiner l'IRM cérébral avec la neuromodulation pour d'une part sélectionner les patients parce qu'on se rend bien compte que tous les patients ne sont pas susceptibles de répondre à un traitement. Et nous, ce qu'on chercherait, dans le cadre de la médecine de précision en tant que médecin, c'est de proposer le bon traitement aux bons patients. Et donc, si on arrivait à sélectionner uniquement les patients qui allaient répondre à un traitement donné, c'est le cas pour la neuromodulation, mais aussi dans d'autres techniques pharmacologiques, par exemple, je pense qu'on gagnerait vraiment en efficacité et ce serait surtout très important pour les patients de pouvoir bénéficier rapidement du bon traitement. On cherche aussi à utiliser l'IRM cérébral pour proposer un ciblage individualisé, c'est-à-dire de cibler une zone cérébrale en particulier qui serait associée aux symptômes chez un individu donné et aussi de pouvoir prédire la réponse au traitement. Tout ça vraiment dans une approche de médecine personnalisée qui, je pense, est vraiment un domaine en plein essor dans ce qui concerne la psychiatrie. Voilà, donc j'ai fini mon exposé. Je voulais juste prendre le temps de remercier, alors je vous donne mon mail si vous souhaitez donc m'écrire, et je voulais remercier les différents étudiants qui ont contribué à ce travail. Donc Nouman Bouaziz, qui est psychiatre, qui va bientôt soutenir sa thèse, Mathilde Roser, Alexandre Macon, Yanis et Laura qui ont été mes étudiants en master, et puis aussi Ingrid Beg avec laquelle je collabore, qui est actuellement en postdoc aux États-Unis.
Puis je voulais remercier aussi chaleureusement Marion Leboyer, Jocelyn Ouenou, qui m'ont vraiment guidé dans toutes les étapes de ces travaux de recherche, et le docteur Mike Milam, qui m'a encadré pendant mon postdoc aux États-Unis. Et je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions.